Je m'appelle Youssef Girard, je suis historien. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en histoire en 2010 à l'université Paris 7 sur le mouvement national algérien, donc le mouvement qui a amené à l'indépendance de l'Algérie. Donc moi j'ai étudié les 10 ans avant la révolution algérienne, donc de 43 à 1954. Les préparatifs de la révolution et de la guerre de libération nationale algérienne. J'ai toujours aimé écrire, en fait, c'est une passion d'écrire. Pour moi, c'est une façon de m'exprimer, en fait, c'est une façon de me raconter sans me raconter parce que j'écris pas des récits autobiographiques. C'est un moyen pour moi de transmettre des idées, de partager des idées, que les gens découvrent des choses et si possible les amener à réfléchir sur des éléments d'histoire ou de choses plus contemporaines pour que, par exemple, ils aient des repères dans l'actualité qui soient plus profondes justement que la simple actualité qu'on peut lire dans les journaux ou voir dans les médias ou entendre à la radio, quoi. J'ai pris cette orientation-là dans l'écriture parce que je souhaitais répondre en fait au discours dominant qu'on peut entendre dans les médias ou lire dans les journaux, notamment sur les pays arabes, sur l'Algérie, sur l'islam, sur le racisme en France ou à l'international. Euh, et donc là, pour moi, il y avait nécessité de répondre à ce discours dominant pour donner un autre point de vue, mais un point de vue qui soit éclairé justement par l'histoire, par la sociologie, par les sciences humaines en général, pour nourrir le lecteur qui soit capable justement de s'orienter dans le discours qui peut être tenu dans les médias, quoi. Donc j'ai publié mon premier livre chez Héritage en fin 2021 sur le racisme. Ça s'appelle Réflexion sur le racisme systémique. Est-ce que tu as le livre? Oui, Tu peux le sortir? donc Réflexion sur le racisme systémique. Qui a pour objectif principalement de montrer qu'il y a une continuité euh, dans le racisme, en fait, que le racisme, c'est pas simplement quelque chose de nouveau ou qui serait apparu, mais qu'il y a une continuité dans la longue durée entre la période coloniale et le racisme actuellement en France. Et que ce racisme, c'est pas simplement, comment dire, la détestation de l'autre, mais que c'est un système de domination et qui organise des hiérarchies raciales en France, mais aussi évidemment à l'étranger, parce que c'est le livre traite de la France, mais évidemment ce système de domination raciale, euh, il s'étend dans beaucoup d'autres pays et à l'échelle planétaire. Pierre Bourdieu, donc un sociologue français assez connu, disait que la sociologie, c'est un sport de combat, ça permet de se défendre. Ce livre-là, j'espère qu'il servira justement aux gens qui sont victimes de racisme, notamment d'islamophobie, d'outils pour pouvoir se défendre, que ce soit un outil parmi d'autres qui les aidera à mieux se défendre dans une société où ils peuvent être pointés du doigt, où ils peuvent être confrontés à la discrimination raciale, à l'oppression raciale de manière générale, ou à entendre des discours stigmatisants sur eux dans les médias, etc. J'espère que ce livre, ça soit justement un élément de, de, de sport de défense, de moyen de défense pour les gens qui le liront. Qu'est-ce que tu entends par moyen de défense? Ça veut dire quoi? Par l'argumentaire, surtout? C'est tout simplement, j'entends par moyen de défense la capacité à déconstruire le discours dominant et les rapports sociaux dominants qui oppriment les gens en fonction d'une appartenance raciale ou ethno-religieuse, réelle ou supposée.
Et donc se défendre, c'est être capable de voir, par exemple, dans le discours qui va être tenu par certains médias ou par certains hommes politiques, une généalogie coloniale ou une généalogie raciste qui remonte, par exemple, à la colonisation, qui remonte à l'esclavage, qui remonte à des choses extrêmement violentes, et que ces gens-là, en fait, perpétuent cette violence de manière différente euh, parce qu'ils veulent maintenir un système de domination raciale qui n'a, contre lequel ce livre et d'autres éléments, évidemment, dans la société française, ce livre est une petite pièce dans un édifice beaucoup plus large, euh, est à déconstruire aujourd'hui. Le racisme a évolué, mais le racisme s'est maintenu. Il y a l'idée dans le livre d'une continuation, justement, d'une structure de racisme, que le racisme, c'est pas simplement la haine de l'autre, mais c'est une structure sociale, une structure de domination, et qu'il y a une continuité qui n'empêche pas le renouvellement. Justement, le renouvellement, il permet la continuité, parce qu'on peut pas, du fait des luttes anticolonialistes, des luttes antiracistes, le racisme est obligé de se renouveler pour maintenir les dominations raciales. Mais il y a une continuité. Je Ouais. vais donner un exemple concret de cette continuité. Dans les années 20, il a été créé ce que les Algériens, les immigrés algériens ont appelé la commune mixte de la rue Lecomte, parce qu'elle était située rue Lecomte à Paris. C'était une institution qui était en charge de contrôler l'immigration maghrébine en France. Dans ce cadre-là, il y avait une police spéciale qui a été constituée, qui s'appelait la Brigade nord-africaine. Cette brigade nord-africaine, elle a été dissoute à la Libération en 45, parce que ces policiers-là étaient parmi les pires collaborateurs au sein de la police française. Mais l'idée d'avoir une police particulière pour les immigrés n'a pas disparu. Et c'est de cette police-là qu'est née les brigades anticriminalité, les BAC, qui ont commencé d'ailleurs à Paris, dans les quartiers nord de Paris et en Seine-Saint-Denis, et qui après se sont généralisés sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a bien une généalogie coloniale dans certaines institutions, par exemple de la police, comme les BAC, qui sont des créations coloniales. Donc dire que c'est simplement que la colonisation c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé mais qui n'a pas d'actualité, c'est nier la continuité qui existe dans les institutions. Donc s'il y a une continuité dans ces institutions, c'est que il y a une continuité aussi dans les discriminations, le système discriminatoire, le système raciste que ces institutions coloniales ont créé. On trouvera toujours des moyens de légitimer le racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que c'est parce qu'il y a ceci ou il y a cela dans tel ou tel quartier, qui est potentiellement vrai. Ça ne veut pas dire que ces quartiers sont parfaits, etc. Mais comme avant, on allait nous dire que le code de l'indigénat était nécessaire en Algérie, parce que vraiment les Algériens, c'était des gens qu'il fallait mater. Et qu'il y a toujours cette idée-là que c'est le système raciste fait porter sur la personne ou sur le groupe qui va être discriminé la responsabilité de sa discrimination. C'est quelque chose qui est continuel dans l'argumentation. S'il y a aussi une continuité, on peut peut-être aussi la trouver là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait toujours porter la responsabilité du système raciste aux personnes qui en sont victimes, en disant qu'il est nécessaire parce que, comme disait durant la colonisation, les Arabes ne comprennent que la force. Donc on les assassine parce qu'ils comprennent que la force. Alors, je viens de sortir un nouveau livre au mois de septembre 2024 sur la pensée politique arabe contemporaine. Alors, il y a une continuité dans la réflexion, puisque évidemment, quand on va parler de pensée politique arabe contemporaine, c'est une pensée qui s'élabore contre le colonialisme et contre la domination coloniale, puisque quasiment la totalité des pays arabes du Golfe à l'Atlantique ont connu au cours du dernier siècle la domination coloniale. Et puis quand elles ont pas connu, quand ces pays arabes n'ont pas connu la colonisation directe, ils ont connu une domination impérialiste, une forme de colonialisme indirect.
Donc il y a une continuité là-dedans et dans la thématique, mais évidemment il y a énormément de différences parce que dans ce livre-là, j'aborde la question de la pensée politique arabe en elle-même, qui ne traite pas forcément que du colonialisme, mais qui traite aussi par exemple du rapport à l'héritage arabo-musulman sur la longue durée, donc comment une pensée contemporaine s'inscrit en continuité ou en rupture avec un héritage multiséculaire. Le livre, il cherche à répondre en fait à ce qu'on entend dans les médias dominants quand on allume le soir et qu'on zappe sur une chaîne d'information. Quand on va voir l'actualité des pays arabes qui va être traitée, on va avoir souvent une image très stigmatisante, voire criminalisante. Et le livre cherche à donner des outils de compréhension justement pour déconstruire ce discours dominant qui existe dans les médias français, et pas que dans les médias, aussi dans la recherche en sciences humaines. Ce discours, il existe de manière évidemment moins caricaturale, mais il existe. Et qui repose aussi sur cette question du racisme, notamment de la déshumanisation des Arabes. Et pour le coup, il y a une actualité à cette déshumanisation des Arabes, puisque des généraux français, pendant la période de la conquête de l'Algérie, donc entre 1830 et 1870, où il y avait des discours qui assimilaient les Algériens à des chiens, à des renards, qu'il fallait enfumer les renards, etc., à des discours très actuels sur les animaux humains qui vivraient dans la bande de Gaza. Il y a une continuité dans ce discours déshumanisant des Arabes qui permet évidemment les pires crimes et les pires horreurs. Ce livre n'aborde pas la question des gouvernements. Ce livre est axé, il y a une première partie qui est axée sur les conditions de production de la pensée politique arabe contemporaine, donc notamment l'interaction avec la colonisation et la question de l'héritage au patrimoine arabo-musulman sur plusieurs siècles. Et la deuxième partie du livre, elle propose des catégories d'analyse de la pensée politique arabe en partant uniquement d'auteurs arabes. L'idée, c'est de voir comment des auteurs arabes, algériens, égyptiens, palestiniens, libanais, ont produit une analyse de la pensée politique arabe, comment ils l'ont classifiée et comment cette classification, elle permet de mieux comprendre les courants intellectuels et politiques qui existent dans la société arabe du Golfe à l'Atlantique, parce que on va retrouver en vérité même si il y a des structures dans les pays qui sont différentes, il y a pas évidemment le Maroc n'est pas la Syrie, l'Algérie n'est pas le Soudan, etc. Mais on va retrouver des similarités dans des grands courants de pensée dans les pays, dans tous les pays arabes. Donc le livre développe aussi l'idée de Moumanaa de refus, c'est-à-dire le refus de la société arabe de la domination politique, de la domination économique, de la domination culturelle, et ce refus qui s'exprime notamment actuellement dans la société arabe par la solidarité avec le peuple palestinien, qui est aujourd'hui l'élément axiologique de la politique arabe actuelle.